U.S. stocks are tumbling for the second day. The Dow is already down 1,000 points after dropping almost 1,700 points yesterday. This comes amid President Trump's escalating trade war and despite a stronger than expected new jobs report just out this morning. Also affecting the markets this morning, retaliation from China. Beijing announced it's responding to the White House's sweeping tariffs with 34% new tariffs of its own against the United States. Let's go live right now to New York and CNN business and politics correspondent Vanessa Yurkevich, who's standing by. Vanessa, you're watching all of this. Break it down for us. First of all, start with the jobs report that came out this morning. Au cours de la première semaine d'octobre, un indicateur structurel de l'économie américaine a connu une évolution inhabituelle. Le matin du 7 octobre 2025, les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé la séance en baisse simultanée. Le S&P 500 a reculé de plus de 2,7%, le Nasdaq a perdu plus de 3,5% et le Dow Jones a enregistré une baisse de près de 2%. En termes absolus, la valeur de marché évaporée a dépassé les 50 milliards de dollars en moins de 24 heures. Bien que les épisodes de volatilité ne soient pas rares dans les cycles économiques mondiaux, ce mouvement spécifique s'est écarté des normes antérieures en raison de son origine entièrement endogène. Il n'y a pas eu d'effondrement bancaire externe, ni d'instabilité monétaire internationale, ni aucun événement climatique perturbateur. L'épicentre se trouvait dans les décisions prises par l'exécutif américain lui-même, dans le cadre d'une politique tarifaire progressive qui, au fil des mois, a redessiné l'axe des relations commerciales avec la Chine. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé sur les tables de négociation des bourses. Les effets se sont propagés à l'ensemble des chaînes de production, aux budgets familiaux réduits et aux zones rurales qui dépendent historiquement des exportations agricoles. Plus qu'une simple fluctuation du marché, ce qui se dessinait était un changement structurel de la politique commerciale des États-Unis, et les conséquences institutionnelles de ce revirement commencèrent à se faire sentir. Depuis le début de l'année, les signes de tension commerciale s'accumulaient à un rythme croissant. Entre janvier et avril, l'exécutif avait promu une hausse moyenne des droits de douane de 2,5% à 27% sur les produits chinois. L'escalade a atteint son apogée en avril, lorsqu'un décret présidentiel a unilatéralement augmenté les droits de douane sur 100% des importations en provenance de Chine, avec un taux moyen supérieur à 104% dans certains segments. La Chine a riposté en imposant ses propres droits de douane, calibrés pour toucher les chaînes de production politiquement sensibles aux États-Unis. Produits agricoles, composants électroniques, produits manufacturés légers et intrants industriels stratégiques. La réponse de Pékin n'était pas improvisée. Les mesures de rétorsion ont démontré une connaissance approfondie de la dépendance américaine à l'égard de certaines exportations, touchant directement les régions agricoles du Midwest, les pôles logistiques du Sud et les centres industriels de la côte Ouest. Ce qui semblait être un différend bilatéral entre deux puissances s'est révélé être une compression de multiples rouages internes de l'économie américaine, dans un contexte où la marge d'absorption structurelle était visiblement réduite. Sur le plan institutionnel, la mesure tarifaire prise par l'exécutif n'a pas dépassé, du moins formellement, les limites légales fixées par des lois telles que la section 232 de la loi sur l'expansion commerciale. Cette prérogative permet au président de déterminer des augmentations tarifaires sur la base de critères de sécurité nationale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation préalable du législateur. Ce qui a toutefois attiré l'attention des analystes, c'est l'utilisation répétée de ce mécanisme pour promouvoir une politique commerciale tendue, sans consultation structurée du Congrès et avec peu de dialogue avec les conseils économiques indépendants de l'exécutif. Le résultat concret a été la désarticulation des réponses coordonnées aux impacts qui se sont rapidement multipliés dans les données macroéconomiques. Les rapports du Bureau of Labor Statistics ont commencé à enregistrer des pertes nettes d'emplois dans le secteur manufacturier à partir du deuxième trimestre. Les petits et moyens exportateurs du secteur agricole ont signalé l'annulation de contrats avec des acheteurs chinois. L'inflation des intrants s'est accentuée, tandis que les données sur la consommation intérieure indiquaient un ralentissement. Dans l'Iowa, l'une des régions les plus touchées, les producteurs de soja ont signalé une accumulation record de céréales stockées sans acheteurs. Les marges, déjà réduites par l'augmentation des coûts logistiques, ont été complètement érodées par l'absence de demande. Selon les termes d'un producteur local interrogé par la presse régionale, nous nous retrouvons avec un produit immobilisé, sans prix, sans acheteur, sans délai.
Ce type de témoignage s'est multiplié dans des dizaines de comtés traditionnellement liés à l'exportation vers la Chine. Dans le même temps, les chaînes de distribution nationales ont dû faire face à des réajustements de prix résultant de la hausse des coûts dans les chaînes d'approvisionnement dépendantes de l'Asie. Les grandes marques du secteur de l'électroménager, de l'habillement et de l'ameublement ont fait état d'une baisse des ventes. Les petites entreprises, moins à même de répercuter les coûts ou de renégocier les contrats, ont enregistré des licenciements et des fermetures d'unités à un rythme croissant. Cet effet simultané, ralentissement agricole et compression du commerce de détail urbain, a généré un impact réparti qui a traversé les lignes partisanes, les États et les secteurs de l'économie. La particularité de ce moment ne résidait pas seulement dans l'ampleur des pertes, mais aussi dans le silence relatif des instances de contention institutionnelles. Le Congrès n'avait pas convoqué d'audience publique pour débattre des effets économiques des mesures. Les principales commissions de contrôle maintenaient en leurs agendas habituels. Même les parlementaires des États directement touchés ont adopté une attitude prudente, évitant toute confrontation directe avec l'exécutif. Cette hésitation s'expliquait en partie par le soutien bipartite historique aux politiques de restriction commerciale à l'égard de la Chine. Elle s'expliquait également par l'incertitude quant à la popularité à court terme de la rhétorique protectionniste auprès de certaines bases électorales. Il en résultait toutefois une absence de réaction systémique proportionnelle à l'impact matériel cumulé. La dissonance entre les signaux émis par les marchés, les chaînes de production et les ménages, et la relative stabilité institutionnelle créait un vide d'interprétation qui, par nature, intensifiait le sentiment de décalage. Dans ce contexte, il est devenu évident que la réponse chinoise opérait à plusieurs niveaux, économique et géopolitique. Outre les droits de douane, Pékin a annoncé de nouveaux accords commerciaux avec des dizaines de pays, signalant clairement son intention de repositionner sa politique étrangère face à l'imprévisibilité croissante des États-Unis. Les États-Unis, quant à eux, ne donnaient en guère de signe de révision de leur stratégie ou de volonté de dialogue multilatéral. L'absence d'une coalition interne capable de réorienter la politique tarifaire renforçait l'impression que la voie choisie était plus politique que technique, et que les coûts réels étaient absorbés sans mécanisme de compensation clair. Pour les analystes qui suivent l'interaction entre la politique économique et la résilience institutionnelle, l'épisode de la première semaine d'octobre n'était pas seulement une alerte économique, mais un test de résistance appliqué à l'ensemble du système politique américain. Dans des moments comme celui-ci, il est encore plus important de suivre attentivement et en profondeur les développements institutionnels. Une lecture critique d'épisodes comme celui-ci aide à comprendre non seulement les effets immédiats, mais aussi les transformations systémiques qui se dessinent en silence. Si ce type d'analyse contribue à votre compréhension du scénario actuel, il vaut la peine de continuer à suivre les prochains épisodes ici sur cette chaîne. À partir de là, l'analyse de cet épisode nécessite une lecture approfondie des mécanismes formels qui sous-tendent la politique tarifaire américaine et de la manière dont ils ont été mobilisés au fil du temps. L'histoire de l'utilisation du pouvoir exécutif pour imposer des tarifs remonte à des dispositions légales établies au cours du XXe siècle, telles que la loi sur l'expansion commerciale de 1974 et la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. Ces lois confèrent au président le pouvoir d'adopter des mesures commerciales unilatérales pour des raisons de sécurité nationale ou d'intérêt stratégique. Bien qu'initialement conçus pour des situations exceptionnelles, ces outils ont été utilisés de manière récurrente ces dernières années pour redéfinir la politique commerciale extérieure des États-Unis. Le cas de 2025 se distingue toutefois par l'intensité avec laquelle ces prérogatives ont été activées, par l'étendue des produits concernés et par l'absence d'une coordination institutionnelle globale pour en suivre les effets. C'est dans ce contexte que le rôle des agences de régulation, des think tanks économiques et des commissions permanentes du Congrès prend toute son importance. Le Peterson Institute for International Economics, l'un des centres de recherche les plus respectés dans ce domaine, a publié en juin de cette année-là une projection détaillée indiquant que le maintien des niveaux tarifaires, alors en vigueur, pourrait entraîner un recul pouvant atteindre un demi-point de pourcentage de la croissance du PIB réel américain en 2026. L'étude a été soumise à la Commission des moyens et des ressources de la Chambre des représentants, mais n'a pas donné lieu à la convocation d'audience publique. De même, le Yale Budget Lab a mis en garde contre l'effet cumulatif des droits de douane sur la consommation intérieure, en particulier dans les tranches de revenus intermédiaires. Le rapport du laboratoire a été transmis à la Commission des finances du Sénat, qui n'a pas non plus organisé de session spécifique pour en débattre.
l'absence de réponse législative structurée indiquait non seulement une passivité, mais aussi une possible normalisation de pratiques qui, quelques années auparavant, auraient été considérées comme des mesures commerciales extraordinaires. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les effets de la guerre tarifaire ont dépassé le domaine économique et ont commencé à reconfigurer la perception de la coordination entre les pouvoirs. L'absence de réponse institutionnelle, proportionnelle au degré d'impact réel, a créé un climat d'ambiguïté décisionnelle dans lequel les effets négatifs s'accumulèrent sans perspective claire de révision. Même les organes internes de l'exécutif ayant la compétence technique pour moduler les politiques, tels que le Bureau du représentant au commerce, le département du commerce et le Conseil des conseillers économiques, ont agi de manière fragmentée. Les rapports internes produits par ces agences, obtenus grâce à la loi sur l'accès à l'information, indiquaient une préoccupation croissante concernant les effets distributifs des mesures tarifaires, en particulier sur les petites et moyennes entreprises. Cependant, ces avertissements n'ont pas été pris en compte dans les décisions stratégiques de la Maison-Blanche, qui a maintenu son discours selon lequel les tarifs représentaient un mécanisme légitime de protection de l'industrie nationale. Dans ce contexte institutionnel fragmenté, on peut observer comment les représailles chinoises se sont sophistiquées. Au lieu de répondre par des mesures équivalentes à grande échelle, le gouvernement de Pékin a adopté une stratégie segmentée, axée sur les secteurs dans lesquels les États-Unis ont une dépendance commerciale ou une importance géopolitique. Le secteur agricole a été l'un des plus visés, avec des droits de douane pouvant atteindre 15% sur des produits tels que le soja, le maïs et la viande de porc, ce qui a eu un impact direct sur les États qui composent dans la ceinture agricole américaine. L'industrie technologique a également été touchée, avec une augmentation des barrières douanières sur les produits électroniques et les semi-conducteurs. Des entreprises telles que Western Digital et Texas Instruments ont fait état de pertes importantes dans leurs contrats et de pression sur leur chaîne d'approvisionnement. Outre les droits de douane, la Chine a annoncé l'extension des accords de libre-échange avec les pays d'Asie, du Sud-Est, d'Amérique latine et d'Afrique, signalant ainsi son intention de diversifier ses sources d'importation et de réduire sa dépendance structurelle vis-à-vis des États-Unis. À moyen terme, cela a entraîné l'effritement progressif des positions commerciales construites au fil des décennies par les entreprises américaines. Cette convergence de facteurs a généré une tension croissante dans les relations institutionnelles internes. Les gouverneurs des États exportateurs ont commencé à publier des communiqués demandant une révision des politiques commerciales, invoquant les pertes cumulées de recettes fiscales des États et le recul des investissements privés. Les chambres de commerce régionales ont alerté sur la baisse de compétitivité des produits américains sur les marchés stratégiques. Même dans des secteurs traditionnellement alignés sur le protectionnisme, comme celui des biens durables, des questions ont commencé à se poser quant à la viabilité du modèle face au ralentissement de la demande intérieure. Malgré ces manifestations, le gouvernement fédéral a maintenu son cap, s'appuyant sur une interprétation large des prérogatives exécutives en matière de commerce extérieur. Cette dynamique institutionnelle s'est également reflétée dans les politiques monétaires et fiscales. La Réserve fédérale s'est retrouvée confrontée à un dilemme croissant: contenir les effets inflationnistes de la hausse des prix provoqués par les droits de douane sans provoquer un ralentissement encore plus marqué de la croissance économique. La hausse traditionnelle des taux d'intérêt en réponse à l'inflation s'est avérée risquée dans un contexte de ralentissement de la production. Dans le même temps, les mesures de relance budgétaire se heurtaient à des limites dans un environnement caractérisé par un déficit structurel élevé et des engagements budgétaires inflexibles. La combinaison de ces facteurs a créé un contexte de compression simultanée des instruments de politique économique, dans lequel les effets des décisions prises par un noyau politique restreint ont affecté la capacité de réponse systémique de l'État dans son ensemble. Dans la pratique, ce scénario a commencé à se refléter dans le comportement des anticipations. Les sondages d'opinion ont enregistré une baisse du soutien à la politique tarifaire parmi les groupes de population qui avaient initialement exprimé leur enthousiasme pour la rhétorique de confrontation avec la Chine. Les familles touchées par la hausse des prix des biens de consommation, les petits entrepreneurs affectés par la baisse de la demande et les agriculteurs exclus des marchés traditionnels ont commencé à faire part de leur frustration face aux résultats concrets de cette politique. Le contraste entre le discours officiel et les effets ressentis au quotidien a commencé à mettre à mal le lien entre le discours politique et la légitimité institutionnelle. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de mobilisation partisane claire contre la stratégie tarifaire,
l'érosion de sa base sociale devenait visible. Au cours de ce processus, ce qui se consolidait n'était pas seulement une nouvelle étape de la guerre commerciale, mais une reconfiguration du rôle même de l'État dans la gestion des chocs économiques. La concentration des décisions stratégiques dans une seule sphère du pouvoir, la désarticulation des instances techniques et l'hésitation du pouvoir législatif à exercer sa fonction de contrepoids indiquaient un déplacement important dans l'architecture institutionnelle américaine. Cette reconfiguration n'avait pas encore pris de contours stables, mais elle avait déjà des effets cumulatifs sur la perception de l'efficacité, de la prévisibilité et de la cohésion du système. En d'autres termes, le conflit tarifaire n'était pas seulement une dispute de chiffres entre superpuissances, mais une fenêtre d'observation privilégiée sur la résilience ou la fragilité des mécanismes internes de gouvernance aux États-Unis. C'est précisément dans de tels scénarios qu'il devient essentiel de suivre des analyses continues capables de relier les données économiques aux structures institutionnelles et à leurs points d'inflexion. Si vous appréciez ce type d'approche connectée, il vaut la peine de continuer à suivre la chaîne pour observer comment les prochains mouvements politiques et économiques s'entremêlent avec le fonctionnement du système. Selon des évaluations récentes, réalisées par des groupes spécialisés dans le suivi de la politique commerciale internationale, au moins 3 centres d'analyse économique ont adopté une position plus réservée dans leur interprétation de l'évolution des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine au cours de l'année 2025. Même si le fonctionnement formel des institutions est préservé et que les indicateurs fiscaux restent dans des limites considérées comme gérables, la série de décisions liées à l'escalade tarifaire est décrite comme un épisode de pression systémique prolongée. Le débat qui se développe dans les milieux techniques et universitaires ne se limite plus à l'efficacité immédiate des mesures adoptées, mais s'oriente vers la capacité de l'architecture institutionnelle nord-américaine à gérer des choix stratégiques de grande ampleur sans recourir à des instruments formels de correction ou de contention. L'absence d'un processus cohérent de révision législative, la concentration des instances consultatives au sein du pouvoir exécutif et l'affaiblissement progressif du rôle modérateur des commissions permanentes du Congrès sont souvent mentionnés comme des signes d'une réorganisation fonctionnelle en cours. Les interprétations de ce mouvement restent partagées. Pour certains analystes, il s'agit d'un ajustement adaptatif du système à un modèle de leadership plus centralisé. Pour d'autres, ce processus représente un affaiblissement progressif de la capacité de contrôle croisé entre les pouvoirs. Cette divergence d'interprétation se manifeste également dans le domaine juridique. Des chercheurs liés à des centres d'études constitutionnelles se demandent si l'utilisation récurrente de l'article 232 de la loi sur l'expansion commerciale, en raison de sa fréquence et de son ampleur, ne favorise pas un élargissement pratique de l'autorité présidentielle au-delà de ce qui était initialement prévu. L'argument central repose sur la distinction entre les instruments conçus pour des circonstances exceptionnelles et leur transformation en mécanismes d'usage courant sans débat législatif correspondant. A l'inverse, d'autres constitutionnalistes soutiennent que le texte légal en vigueur n'établit pas de limites explicites à son application, de sorte que toute contestation dépendrait d'une modification législative ou d'une saisine directe du pouvoir judiciaire. Hypothèses qui ne se sont pas encore concrétisées. Cet espace indéfini entre la légalité stricte et la légitimité fonctionnelle est devenu l'un des points les plus sensibles du débat actuel. L'existence d'un soutien normatif n'élimine pas, en soi, les questions liées à la proportionnalité, aux impacts distributifs et à la cohérence avec des principes constitutionnels plus larges. Sur le plan économique, une autre préoccupation prend de l'importance parmi les analystes, la possibilité que les effets de la politique tarifaire prennent un caractère structurel et deviennent difficiles à inverser. Cette crainte est étroitement liée au fonctionnement des chaînes de production mondiales. Une fois lancés, les processus de relocalisation des fournisseurs, des réseaux logistiques et des contrats internationaux ont tendance à suivre leur propre trajectoire, indépendamment des éventuelles révisions futures des tarifs. Le remplacement des produits agricoles américains par des alternatives provenant du Brésil et d'Australie sur le marché chinois est souvent cité comme exemple de perte stratégique à long terme. Même si les tarifs douaniers étaient supprimés à court terme, les relations commerciales et les accords d'approvisionnement auraient déjà été redirigés vers d'autres partenaires. Une dynamique similaire est observée dans le secteur technologique, où les entreprises ont commencé à rechercher des alternatives en Corée du Sud, au Vietnam et en Inde. La reconstruction de ces chaînes de production nécessite du temps, des investissements importants
et une prévisibilité réglementaire. Des facteurs qui, dans le contexte actuel, restent marqués par l'incertitude. Des rapports provenant du secteur privé renforcent cette évaluation. Les documents internes des entreprises, figurant dans la liste Fortune 500, indiquent que les plans d'urgence visant à remplacer les fournisseurs chinois prévoient rarement un retour automatique vers la Chine en cas de réduction éventuelle des coûts tarifaires. L'opinion dominante est aussi que l'instabilité politique et l'imprévisibilité de la politique commerciale des États-Unis ont durablement accru le risque associé aux contrats à long terme. Dans le même temps, l'accélération du remplacement des intrants et des composants peut créer de nouvelles dépendances, désormais liées à des pays dont la capacité industrielle est moindre et les systèmes juridiques moins consolidés, ajoutant ainsi un niveau supplémentaire de vulnérabilité. Cette réorganisation forcée, initialement conçue comme une réponse d'urgence, pourrait finalement aboutir à des chaînes de production moins efficaces et plus exposées aux chocs externes. Sur le plan politique interne, l'impasse persiste à différents niveaux. Une partie du pouvoir législatif évite de formuler une réponse institutionnelle claire, arguant que l'électorat de ces régions continue de soutenir les politiques commerciales agressives. En revanche, l'accumulation de signaux économiques défavorables commence à modifier l'équilibre entre le discours politique et les résultats concrets. Les parlementaires des États industriels du Midwest et des régions agricoles du Sud ont déjà exprimé publiquement leur inquiétude quant aux effets des droits de douane sur l'emploi local, les recettes des États et les flux d'investissement. Bien que ces manifestations ne se soient pas encore traduites par des initiatives législatives formelles, elles suggèrent une érosion progressive de la base politique qui soutient le modèle actuel. Dans ce contexte, le débat central porte sur le point où la cohérence idéologique cesse d'être compatible avec la viabilité économique. Les experts en politique monétaire ont également commencé à souligner un effet secondaire important de l'escalade tarifaire, l'augmentation du risque de stagflation. La combinaison de la hausse des prix à la consommation et du ralentissement de la croissance économique limite l'utilisation des instruments traditionnels de la Réserve fédérale. Une augmentation des taux d'intérêt, généralement utilisée pour contenir les pressions inflationnistes, peut aggraver le ralentissement de l'activité économique. Le maintien de taux d'intérêt plus bas, en revanche, tend à stimuler une consommation déjà sous pression en raison des prix élevés. Ce dilemme technique réduit la marge de manœuvre des autorités monétaires et met en évidence les tensions entre les objectifs à court terme et les fondamentaux macroéconomiques. Une partie de la littérature spécialisée met en garde contre le risque de consolidation d'un cycle caractérisé par une faible croissance, une inflation persistante et une perte de compétitivité internationale. Dans ce contexte, les projections pour les 30 à 90 prochains jours indiquent une volatilité continue des marchés, le maintien de tarifs élevés et l'absence de coordination efficace entre les pouvoirs publics pour changer de cap. L'horizon de 6 à 12 mois reste encore plus incertain. En fonction de l'évolution de la consommation intérieure, des décisions de la Réserve fédérale et de la position adoptée par la Chine, la possibilité d'une récession technique, avec des répercussions importantes sur l'emploi, les recettes fiscales et la stabilité sociale, ne peut être exclue. Toutefois, il n'y a pas de consensus sur le caractère inévitable d'une telle issue. Certains analystes identifient une marge pour un revirement progressif, soit par une révision du calcul politique du pouvoir exécutif, soit par une pression croissante des secteurs privés et parlementaires. Avant de tirer toute conclusion définitive, il faut reconnaître que les effets institutionnels d'épisodes de cette nature dépassent le cycle économique immédiat. Ils affectent la perception de l'efficacité du système, la confiance dans les règles institutionnelles et la capacité de coordination entre les pouvoirs. Dans cette perspective, le différend tarifaire de 2025 ne se limite pas à un conflit commercial, mais reflète la manière dont les États-Unis font face aux tensions internes dans un environnement international de plus en plus interdépendant. Les prochains mois en diront moins sur la politique étrangère et davantage sur la résilience de l'architecture institutionnelle américaine et sa capacité à s'adapter sans compromettre ses propres fondements. Pour ceux qui suivent de près les transformations structurelles des démocraties contemporaines, l'observation du déroulement de ces événements peut fournir des indications importantes sur les limites, les tensions et les voies possibles de régénération institutionnelle. Si ce type d'analyse vous intéresse, il vaut la peine de continuer à suivre les prochains développements ici, sur cette chaîne, en prêtant une attention constante aux dynamiques institutionnelles et au contexte plus large dans lequel elles s'inscrivent.